FM vous souhaite une bonne année 2018. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Mademoiselles, mesdames et messieurs, fidèles branchés sur la 93.1 et sur le www.taxifm.tg. Bonjour, nous voici de nouveau dans un nouveau numéro de votre émission Taxi Nutri Santé, votre carnet de santé sur Taxi FM, la radio géniale. À la technique, c'est Francis Daillé. Je suis Joël Honiglo. Nous allons parler au cours de cette émission longuement, nous allons parler de l'obésité. Notre invité pour mieux nous conduire, mieux nous élucider par rapport à ce thème, c'est M. Gabriel Anani. Il est naturopathe. Monsieur Gabriel, bonjour. Bonjour. Il est le responsable du cabinet Top Santé dans notre capitale. Monsieur Gabriel Anani, nous allons parler de la santé, surtout de l'obésité, considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme une épidémie. Qu'en dites-vous? Merci. Et je tiens d'abord à souhaiter un joyeux anniversaire à la radio géniale. Merci. Qui nous aide toujours pour que nous puissions éclairer l'antenne. On dit la connaissance, c'est le pouvoir. Vraiment. Et le pouvoir nous permet de nous affranchir. Aujourd'hui, nous allons parler de la première épidémie mondiale, qu'est l'obésité. Oui. Et elle se définit comme une augmentation de la masse grasse. Ça veut dire quoi? En français facile, une augmentation de la graisse dans le corps. Voilà. C'est ça l'obésité. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons près de 2 milliards d'obèses. Dans le monde? Dans le monde. Et chaque année, l'obésité cause 2,8 millions de morts. Ça veut dire presque 3 millions de décès par an qui sont liés à l'obésité. Malheureusement, nous n'avons pas de chiffres sur le plan national parce que les services de statistiques jusque-là ne se sont pas vraiment prononcés tout à fait, par rapport à cette épidémie mondiale qui est l'obésité. Donc on peut dire que l'OMS a vraiment bien apprécié le fait de dire que l'épidémie, que c'est une épidémie mondiale. Déjà, l'obésité est la cause de pas mal de cas de décès dans le monde. On dit il y a 2,2 c'est tellement assez. 2 800 décès tous les ans. C'est alarmant. Très alarmant. Ok. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler qu'il y a différentes sortes d'obésité. Oui, nous allons en parler. Et un des paramètres qui permet d'évaluer comment est-ce qu'on peut savoir si la graisse a suffisamment augmenté dans le corps. Et un des paramètres, c'est l'indice de masse corporelle. Oui. Comment cela se définit? Oui, l'indice de masse corporelle, c'est la différence entre la taille, entre le poids sur la taille au carré. Ça veut dire que je vais connaître mon indice corporel. Là, je suis 1m80. Oui. Je prends mon poids et je fais le poids sur 1m80 fois 1m80. Là, je trouve mon indice de masse corporelle. Et on a un indice de masse corporelle standard si c'est compris entre 18,5 et 25, le chiffre donné. Je prends par exemple le poids divisé sur la taille au carré et j'obtiens un chiffre. Et ce chiffre-là, si ce chiffre-là est compris entre 18,5 et 25, là, j'ai un poids qui est standard. Je ne suis pas en surpoids et c'est bien réglé. Quand maintenant, l'indice de masse corporelle est compris entre 25 et 30, le chiffre obtenu, ça veut dire que j'ai fait ma taille sur mon poids sur ma taille au carré et j'obtiens 28 par exemple. Donc c'est compris entre 25 et 30. Ça veut dire que je suis en surpoids.
Et quand on parle d'obésité, l'obésité se présente sous diverses catégories. Oui. Déjà, à partir d'un indice de masse corporelle supérieur à 25, ça veut dire que je suis en surpoids. Oui. Et c'est déjà pas bon signe. Ok. Maintenant, un indice de masse corporelle qui est compris entre 30 et 35, là, on parle d'une obésité qui est modérée. Là, on va vers des seuils qui sont vraiment critiques. Maintenant, on parle d'une obésité qui est comprise entre 35 et 40. Là, on parle d'une obésité qui est sévère. Et au-delà de ça, supérieur à 40, là, on parle d'une obésité qui est cliniquement sévère. Donc, c'est ce que nous pouvons dire sur un des indicateurs qui est l'indice de masse corporelle IMC. Nous parlons santé dans cette émission. Être en bonne santé, c'est un besoin universel. Et en médecine, la santé, c'est l'absence de maladie. L'obésité aujourd'hui, quels sont les facteurs de risque de l'obésité? Les causes déjà, si nous voulons parler des causes aujourd'hui, oui. Et les causes sont multiformes. D'abord, nous pouvons commencer par les causes génétiques. Ça veut dire que si j'ai un des deux parents, si un des deux parents est obèse, ça veut dire que j'ai une chance de devenir obèse. Mais ce n'est pas une fatalité en soi. Maintenant, si les deux parents sont obèses, là, les chances sont encore multipliées. Surtout au niveau de la femme. Maintenant, nous avons aussi les causes métaboliques. Les causes métaboliques, c'est le délèguement métabolique, ce qui fait qu'à un moment donné, les apports en termes d'énergie sont supérieurs aux demandes. Il y a plus d'apports, il y a très peu de dépenses. C'est-à-dire, l'individu fait moins de mouvements, les exercices physiques. Quand on parle d'apport, c'est pas seulement au niveau de la perte de calories. Oui, c'est par rapport à ce que l'organisme a besoin et c'est par rapport à ce que nous l'envoyons. Voilà. Donc, à un moment donné, si nous envoyons plus que ce qu'il a besoin, il essaie de l'emmagasiner. Voilà. Là, c'est là que nous parlons des causes métaboliques. Donc, ça veut dire qu'il y a eu trop de féculents, il y a eu trop d'amidon, il y a eu trop de sucre. Et l'une des causes aussi, c'est l'individualisation et des repas. Il y a une vingtaine, trentaine d'années, et on peut comprendre que les repas étaient pris en famille. Et ça permettait pas trop aux gens de pouvoir grignoter beaucoup entre les repas. Et on dit que à 12h30, on est à table, à 19h, on est à table, et tout le monde est censé être là. Donc, ce qui fait que vous êtes tous à table, et si des fois tu veux un peu dépasser la quantité que tu devais manger normalement, on te dit que ce que tu as mangé, ça va comme ça normalement. Et on essaie de réduire aussi les calories. Souvent même dans nos familles africaines, on mange ensemble dans le même plat. Cela permet même de réduire la gourmandise par moment. Oui, c'est ça que je dis. À un moment donné, tu te dis, vous êtes à table, si toi, tout le temps, c'est toi que tu veux excéder, on te dit que normalement, ce que tu as pris, ça va normalement comme ça. Ce qui fait que chacun prend son repas dans son coin, là où il est libre pour le prendre. Et c'est très dangereux pour notre santé. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une horloge biologique que nous devons respecter. On ne la respecte pas et à un moment donné, tout déséquilibre va apporter énormément de problèmes. Nous allons parler aussi de la dénaturalisation de tout ce que nous avons comme repas aujourd'hui. Regardez, les repas sont industriels. Là, dans ces conditions, ça apporte un souci majeur. Parce que quand c'est pas fait maison, ça veut dire qu'on fait avec les ingrédients qu'on a. Le but, c'est d'avoir plus de bénéfices. Alors que chez nous, à la maison, on veut la qualité s'il y a un peu de moyens. Et l'une des causes aussi pour certaines personnes, le fait qu'il y a des perturbations, par exemple, hormonales, et qui conduisent certaines personnes à grignoter souvent. C'est pas que la personne a faim, mais chaque fois... Essaye de trouver quelque chose pour mettre dans la bouche. Oui. Et le grignotage fait énormément grossir. Tout à fait. Parce que chaque fois, le tube digestif est soumis à rude épreuve. Il est obligé de travailler au moment où il devait se reposer. Donc, c'est l'une des causes aussi de l'obésité.
Maintenant, les conséquences, maintenant... Avant d'arriver, est-ce que vous avez déjà parlé des causes génétiques, je crois? Non, on a parlé des causes génétiques. Et je vais dire que ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que l'un des deux parents est obèse que forcément je dois devenir obèse. Nous avons parlé des causes métaboliques. Ça veut dire quoi? Il faut à un moment donné réguler les apports et les dépenses. Des fois, on peut dépenser plus que ce qu'on apporte. Et les causes métaboliques vont aussi amener quelques causes hépatiques. Ça veut dire qu'au niveau du foie, normalement, tout ce qui est sucre, le foie doit pouvoir d'abord le transformer en énergie. D'abord en glycogène, plus tard en adénosine triphosphate, les fameux ATP, pour que les cellules puissent l'utiliser. Maintenant, le fait qu'il y a des troubles métaboliques, ce qui conduit le foie à convertir tout ce qui est sucre en graisse. Contrairement à ce que les gens disent, augmenter les graisses et diminuer les graisses, augmenter les sucres, non. Le gras ne fait pas grossir. Le gras est déjà gras. Là, on ne fait que le dissoudre. Mais le sucre va être converti en graisse. Donc, du coup, quand le foie ne fonctionne pas bien, ça veut dire qu'il convertit directement le sucre en graisse. Les gens vont me dire que non, je n'ai pas l'habitude, moi je ne mange pas de sucre. Quand vous mangez la pâte, c'est du sucre. Oui. Quand vous mangez le riz, c'est du sucre. Le pain. Donc, oui. Tout ce qui est à base de féculents, tout ce qui est céréales, c'est le sucre. Tout ce qui est féculent, c'est le sucre. Donc, à nous de savoir qu'est-ce que nous apportons réellement à notre organisme. Nous parlons toujours des facteurs de risque de l'obésité. Est-ce que la sédentarité a sa place par rapport aux causes de l'obésité? Oui, et nous disons que oui, mais très peu. La preuve est que si quelqu'un, par exemple, se met à faire du sport pour pouvoir perdre du poids, il va en faire un peu. Ça veut dire qu'aujourd'hui... C'est pas tout à fait évident. C'est pas évident. Parce que quand vous faites le sport, ça vous fait perdre 15% de votre surpoids. L'alimentation à 80%. Et maintenant, les causes génétiques vont aller vers les 5%. Donc ça veut dire que fondamentalement, si on veut perdre du poids, il faut un suivi par des professionnels. Rentrer un peu dans votre alimentation, voir comment est-ce que vous vous alimentez. Améliorer la ration. Voir comment est-ce qu'on peut essayer d'équilibrer. On ne va pas vers les privations. C'est bon des fois de pouvoir jeûner. Et je ne parle pas des jeûnes à visée spirituelle. Oui. Et je parle des jeûnes thérapeutiques. Nous en avons besoin. Parce que ce qui est important des fois, et la graisse par exemple, quand la graisse est trop dans le corps, quand vous jeûnez, ça permet de nettoyer le corps. Et là, quelque chose se produit au niveau du foie. Le foie qui avait transformé le sucre en graisse va transformer maintenant les graisses en corps cétonique que le cerveau adore au détriment du glucose. Quand il y a les corps cétoniques, ça renforce mieux le système immunitaire. Donc, si la fonction hépatique est au rendez-vous, il y a un phénomène qui a eu lieu où le foie avait transformé littéralement tout ce qui est sucre en graisse. Maintenant, s'il reprend sa fonction, là, il peut reconvertir cette graisse-là en corps cétonique. Merci, Monsieur Gabriel Anani, fidèle branché sur Taxi FM, la radio Géniale. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Taxi Nutri Santé, votre canal de santé sur la radio Géniale. Les auditeurs, les auditrices peuvent envoyer des questions sur le 93 41 21 41, le 93 41 21 41. Si vous voulez poser des questions, vous nous envoyez les questions par SMS au spécialiste qui va vous donner les réponses. Le thème que nous débattons aujourd'hui, c'est l'obésité, une épidémie mondiale selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors, nous allons parler des personnes à risque. Les personnes à risque
est-ce qu'il y a une couche d'âge qui est plus exposée à l'obésité, etc., etc. Non, non, non. Que ce soit l'obésité infantile ou bien l'obésité adulte, Oui. c'est les mêmes conséquences. Et d'ailleurs, c'est au niveau infantile, et c'est plus grave parce que ça entraîne des fois des retards mentaux. Ça veut dire que l'enfant n'est pas aussi dans certains cas, il n'a pas aussi éveillé. N'a pas toutes ses facultés mentales. Oui, tout à fait. Et très tôt, vous allez voir que c'est des enfants qui peuvent développer le diabète de type 2 étant enfants. Donc, justement, on commence déjà par mettre un enfant sous insuline ou bien sous bêta-bloquant, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, si nous voulons parler aujourd'hui des conséquences du diabète et de l'obésité, en premier lieu, le diabète. oui. Là, nous sommes dans les conséquences. Oui. En premier lieu, le diabète, il y a l'hypertension artérielle et puis avec toutes ces complications cardiaques. Et nous avons les complications respiratoires. C'est des gens qui ne peuvent même pas faire 2 pas. C'est comme si on a mis du piment sur le poitrine. Donc, ça veut dire que déjà, quand l'hypertension artérielle s'installe, quand le diabète s'installe, ça veut dire que on ouvre la porte aux maladies dégénératives, à une insuffisance rénale, à un cancer plus tard. Donc, ça veut dire que c'est là les premières conséquences et ça peut amener certaines personnes à l'apnée du sommeil. Et très souvent, quand nous parlons de 2 800 000 morts tous les ans, ça veut dire que tous ces morts, la cause de ces morts, des fois, c'est l'apnée du sommeil. Au cours du sommeil, la respiration peut se bloquer. Et certaines personnes n'arrivent pas à revenir compte tenu du fait que le myocarde n'arrive pas à se contracter, à se décontracter. À un moment donné, il ne se contracte pas et il reste comme ça et la respiration se coupe. Et c'est après que si d'autres arrivent à revenir dire, et quand c'est comme ça, le sommeil aussi est saccadé. On n'arrive pas à dormir. Il n'y a pas l'apnée du sommeil qui cause souvent les morts subites. Il y a aussi les reflux gastro-œsophagiens qui vont conduire forcément à des ulcérations. Et nous parlons aussi des conséquences, par exemple, de la dépression. L'obésité entraîne aussi la dépression. Et souvent, ceux qui sont obèses, c'est des colériques. Et pour moins de choses, déjà la personne s'emporte. Sans savoir que la cause, c'est à la fois hormonale et dépressive. Donc du coup, très souvent, ceux qui souffrent vraiment de l'obésité s'énervent vite. Parce qu'ils perdent l'estime en eux-mêmes. Oui. Souvent, vous allez... C'est une forme de complexe. Ouais, vous allez voir une femme, malgré sa rondeur, elle ne se trouve pas belle. On se dit que non. Elle se plaint à tout moment. Oui. Et ça ne s'arrête pas là. Et ça agit aussi sur la stérilité. La procréation. C'est une catégorie qui n'arrive pas à concevoir facilement. Même, vous avez un homme qui est obèse, là, les troubles liés à la fertilité, à un hémogramme qui n'est pas normal, par exemple à une oligospermie et à une azospermie. Donc tout ce qui est défavorable dans la fertilité chez l'homme, des fois, très souvent, ça conduit à ça. D'autres même... Et chez la femme, l'obésité peut être également source de stérilité chez la femme? Oui, c'est ça que je dis. Que ça sur la femme, plus chez la femme. C'est pourquoi des fois, si vous n'arrivez pas, certaines personnes veulent concevoir et ça ne vient pas. Là, quand vous perdez un peu le poids, là, le système métabolique prend le dessus. Et à ce moment-là, ce qui fait que des fois, les trompes bouchées, l'irrégularité des règles, surtout ça peut être des troubles des règles douloureux, tout ça là, c'est des facteurs qui accompagnent souvent les gens qui sont obèses. Et vous allez pouvoir aussi, on va pouvoir aussi parler par exemple de l'incontinence urinaire. Des fois, c'est des gens
qui ont une irritabilité de la vessie, les personnes s'aperçoivent qu'il y a un besoin d'uriner. Déjà, ça commence par sortir. S'il ne fait pas vite tout de suite, la personne peut se mouiller. Donc, c'est là les conséquences. Nous ne disons pas que tout ce qu'on est en train de dire, ceux qui sont obèses vont forcément souffrir de ça. Ça, c'est la nuance. Et nous allons parler aussi, on peut parler aussi de la lithiase vésiculaire, qui est aussi liée aussi à l'ulcère. Et très souvent, il y a aussi des considérations qui sont un peu sociales. Par exemple, quelqu'un qui est obèse et qui est à la recherche de l'emploi, par exemple. Cela peut constituer un handicap. Oui. Ça peut constituer un handicap. Et les complications cliniques, par exemple, c'est très souvent les hernies. C'est les hernies. Vous allez voir très souvent quelqu'un qui prend un peu du poids. Ça peut être une hernie discale, ça peut être une hernie cervicale, ça peut être une hernie hiatale ou bien inguinale. Donc, c'est toutes ces complications-là qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en surpoids doivent tout faire pour sortir de cette situation. C'est tellement important. C'est pas le fait de ne pas manger et de se priver de nourriture qui fait que on va perdre du poids. Non. Ce n'est pas la privation de nourriture qui est le plus. Non, d'ailleurs, ça produit l'effet contraire. Il y a aussi l'action de quelques bactéries, à l'instar de l'hélicobactère, qui fait que malgré tout ce que vous devez faire pour perdre du poids, ça ne vient pas. Là, il faudra nettoyer l'hélicobactère, nettoyer tous les déchets du côlon, parce que des fois, le côlon peut contenir jusqu'à 20 kg de déchets. Je dis 20 kg de déchets. Donc, ça veut dire que si on ne nettoie pas le côlon, là, on ne peut pas perdre du poids. Comment nettoyer le côlon? Non, à travers les divers protocoles pour nettoyer le corps. C'est pourquoi aujourd'hui, fondamentalement, perdre du poids dépend à 80% de notre alimentation. Il faut revoir beaucoup de choses, ne pas se priver et malgré tout ça là, on ne peut pas comprimer les gens. Peut-être un jour dans la semaine ou bien une fois sur 2 semaines, de laisser les gens aller à un péché mignon. On va pas aller vers l'interdit, mais à un moment donné, d'ouvrir la porte et de dire que vous avez un jour peut-être dans la semaine où vous pouvez faire un tout petit peu d'essai par rapport à ce qui n'est pas normalement dans l'alimentation, pour pouvoir calmer aussi l'envie de certaines choses. Parce qu'on peut pas, on dit souvent, quand on met un interdit, ça veut dire que il y a aussi la désobéissance à côté. Donc c'est pourquoi c'est quelqu'un qui aime ce que tu aimes, mais qui n'est pas requis dans le traitement de l'obésité. Il va falloir que des fois on peut ouvrir un peu la porte pour ces choses-là, pour satisfaire quand même, faire diminuer ta tension du désir de la chose. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Anani. Nous sommes dans Taxi Nutri Santé sur Taxi FM. Nous parlons aujourd'hui de l'obésité considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme la première épidémie mondiale. Nous avons parlé de la définition, comment ce qu'on peut définir l'obésité. Nous avons parlé des facteurs de risque et également nous sommes en train de parler des conséquences. Oui. Et après la pause, nous allons parler de comment vaincre l'obésité. Le rôle de l'eau, parce que certaines personnes estiment que c'est parce qu'elles boivent beaucoup d'eau qu'elles sont devenues obèses. On va lever l'équivoque dans la seconde partie. Je rappelle à nos fidèles branchés qui peuvent nous envoyer des questions sur le 93 41 21 41. Vous nous écrivez et vous envoyez des SMS sur le 93 41 21 41 et sur le thème obésité que nous sommes en train de développer.
au cours de cette émission Taxi Nutri Santé. Fidèles branchés sur Taxi FM, vous nous suivez sur la 93.1 et sur le www.taxifm.tg. Nous sommes dans l'émission Taxi Nutri Santé, votre carnet de santé sur Taxi FM, la radio géniale. Nous parlons santé. Être en bonne santé est un besoin universel. Et en médecine, la santé, c'est l'absence de maladie. Le thème du jour, eh bien, c'est l'obésité. Avec comme invité M. Gabriel Anani, il est naturopathe. M. Gabriel Anani, nous sommes de retour dans cette émission. Nous parlions de l'obésité. Certaines personnes se battent pour perdre des kilos. Pour perdre des kilos, selon vous, quelle est la meilleure formule? Ok. Avant de revenir à la question, j'aimerais rappeler que la santé, c'est pas l'absence de maladie. C'est pas l'absence de maladie, c'est tous les états qui accompagnent quelqu'un. Oui. Déjà, si vous êtes déjà obèse, c'est que vous êtes malade. Oui. Oui, étant donné que l'OMS dit que c'est une épidémie, c'est déjà une maladie. Oui. Maintenant, comment répondre aujourd'hui efficacement à la question de l'obésité? Oui. Répondre aujourd'hui à la question de l'obésité nous amène à regarder un peu dans notre assiette. À varier, à revoir la ration alimentaire. Oui, déjà, qu'est-ce que nous mangeons? Si on veut perdre du poids aujourd'hui, il faut diminuer drastiquement tout ce qui est glucides. Ce n'est pas la privation de la nourriture. Non. On refuse catégoriquement de manger. Non. On se met sous le joug du jeûne obligatoire. Aujourd'hui, nous tous, chaque communauté a sa manière de s'alimenter. Oui. Et nous, en Afrique, surtout en Afrique occidentale et dans notre pays, le Togo, la base de l'alimentation, c'est la pâte de maïs. Oui. Donc, notre akoumen local. Notre akoumen local, donc ça veut dire que nous apportons des glucides. Des excès de glucides. C'est des excès de glucides. Et qui parle de glucides, parle d'amidon. Qui parle d'amidon, parle de sucre. Et qui parle de sucre, parle de graisse. Donc, nous devons diminuer tout ce qui est apport en glucides et en féculents. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans nos assiettes, si on ne veut pas être en surpoids, on doit réduire la consommation de notre akoumen local. Oui. Je ne dis pas de supprimer. J'ai dit réduire. Oui, réduire. Ça veut dire que quelque part, il faut voir aussi qu'est-ce qui accompagne la boule. Justement. Qu'est-ce qui accompagne les boules de pâte? Si c'est par exemple une sauce de baume où on a mis les ingrédients, là je préfère que la sauce soit en quantité plus que même la pâte. C'est le contraire qui se produit. Oui. Est-ce que la question de savoir aujourd'hui, est-ce que les gens ont les moyens de pouvoir faire face aujourd'hui à l'obésité? Nous disons que l'obésité carrément c'est une maladie. Oui. La première épidémie mondiale, Absolument. plus de 2 milliards d'humains sur la Terre sont obèses. C'est assez. Près de 3 millions de morts tous les ans. Donc ça veut dire que c'est énorme. C'est un problème de santé publique. Tout le temps, vous allez voir les gens qui sont en congé maladie, en arrêt maladie, et la plupart du temps, et l'obésité avec ses conséquences en est aussi la cause. On veut sortir de l'obésité, il faut déjà mettre une croix rouge sur tout ce qui est restauration rapide. Vous allez voir les gens, et des fois ça m'étonne, je vais sortir un peu pour regarder, et vous voyez les gens, et ils sont déjà obèses. Et ils adorent la restauration rapide. Ne plus préparer chez soi. Oui, ils adorent les boissons gazeuses. Vous voyez quelqu'un par exemple, il est déjà obèse. Il va manger des hamburgers, il va prendre du croissant. Oui. Alors que tout ça là, c'est des conneries. Oui, c'est des conneries. Les gens se lèvent le matin, et ils sont capables d'aller à 2 et 3 croissants. Waouh! Déjà, chaque chose que vous devez manger, aujourd'hui, on peut savoir l'index glycémique de chaque aliment que nous consommons aujourd'hui.
les associations de lutte contre le diabète. Est-ce qu'on allait... Il y a des tableaux qui disent tel aliment, telle quantité, et c'est tel calorie que j'apporte. Seulement les populations n'ont pas, dans l'ensemble, accès à ces informations. Oui, mais c'est pourquoi on dit que la connaissance permet de nous libérer. Donc, quelqu'un qui veut sortir de l'obésité déjà, il doit savoir que la première règle, c'est déjà d'éviter certaines choses. La restauration rapide, par exemple. Tout ce qui est boisson gazeuse qui inonde aujourd'hui nos marchés, qui sont que, en fait, des poisons. Les boissons gazeuses. Oui. Tout ce qui est boisson à base de fruits, je ne sais quoi, ce n'est que des poisons. Je dis, le sucre, c'est un poison, mais qui est parole de douceur. Mais quand les gens trouvent ce qui est sucré, là... ça les attire. Oui, ça les met à l'aise. Je donne l'exemple, par exemple, vous prenez par exemple une bouteille de 60 centilitres de cocktail de fruits, quoi, je ne sais pas. L'acidité que vous apportez à l'organisme déjà, il faut en moyenne plus de 9 litres d'eau pour diluer cette acidité-là. 9 litres d'eau? Oui. Je parle que de 60 centilitres de boissons gazeuses. Une bouteille, bon, disons. Oui. Donc, qui dit acidité, dit inflammation du tube digestif, qui dit inflammation du tube digestif, dit des problèmes de constipation. Donc, ça veut dire que tout ce qui, on dit, c'est naturel, mais qui est industriel, non. C'est compliqué. On peut faire des jus, faire maison. On a pratiquement tous les ingrédients. Il y a des moments où vous allez sur le marché, vous achetez 3 oranges à 200 francs. Et où est-ce que les gens trouvent les fruits, tout ça là, ce n'est que des produits chimiques. Et qu'on le fait pour que ça puisse toucher le cerveau, pour que vous puissiez revenir à la charge. Vous allez voir les gens, et là peut-être un plat de hamburger, une canette de Coca-Cola ou bien de quoi je ne sais pas, et quand il prend comme ça, il est content. Donc ça veut dire que nous devons faire un effort sur ce que nous mangeons. Maintenant, on dit diminuer la consommation de tout ce qui est féculent, tout ce qui est glucides, et dans ces conditions, augmenter la consommation des fruits et légumes. Vous avez parlé, et en début d'émission, vous avez posé la question sur la sédentarité. J'ai dit, aujourd'hui, c'est un peu triste. Que là où nous dormons, c'est là où nous mangeons. On ne bouge pas assez. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Ce que l'on gagne en force, on le perd en déplacement. Ça veut dire quoi? On doit bouger. Quiconque qui ne fait pas 6000 pas au moins minimum par jour est en train de faire un lit. À l'obésité. Un lit de maladie. Ne parlez plus d'obésité. Parlez clairement un lit de maladie. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ne peuvent pas faire les selles. Ils ont un transit qui est lent. Mais il suffit d'aller marcher et de revenir que vous allez voir que... Ils libèrent rapidement. Oui. Dans leur peau, ils se sentent bien. Il n'y a pas de problème circulatoire. Ils se sentent bien. Mais il faut aller le faire. Ça devient un problème. Je rappelle à nos fidèles branchés qui peuvent nous envoyer des messages sur des SMS sur le 93 41 21 41. Vous écrivez, vous envoyez des SMS pour nous poser vos questions si vous en avez sur le 93 41 21 41. Le thème du jour, c'est l'obésité. Une question pour vous avant qu'on ne continue. Salut docteur et merci pour tout. Étant petit, j'étais gros, mais avec l'aide des parents, mon poids a beaucoup diminué, mais la graisse au niveau de mes mamelons demeure. Aidez-moi s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de souci. On peut l'aider, c'est pour ça que nous sommes là. Maintenant, c'est dans le suivi, dans l'application des choses, que ça dépend de la volonté de chacun de nous. Si la personne est disposée vraiment après ses graisses, ça c'est pas un souci. Nous avons aujourd'hui l'expertise pour accompagner les gens dans ce sens. Donc nous disons que des fois, quel est notre problème? Notre problème est que je me lève le matin.
la digestion de la veille n'a pas été complète. Si la digestion est vraiment complète, quand on se lève le matin, on doit faire les selles. Normalement. Normalement. Des fois en abondance. Et intérieurement, c'est pas que j'ai faim. Mais le fait que c'est l'habitude de pouvoir manger le matin, je vais prendre des petits déjeuners. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Où est-ce que je veux en venir par là? Et si on se retrouve dans la situation où on ne se sent pas d'aller vers un repas, on peut sauter des fois les repas. Ceci nous amène des fois à quelqu'un qui veut perdre du poids de pouvoir aussi jeûner. J'ai parlé du fait que quand le foie a toutes ses capacités de fonction, le foie est capable de transformer la graisse en corps cétonique. Ce qui participe à renforcer l'action du système immunitaire. Donc, dans ces conditions, si on n'a pas faim, on ne va pas vers le repas. On peut consommer des fruits pour maintenir l'énergie du corps et des fois on peut rester toute une journée sans manger et des fois ça me fait pitié quand les gens veulent rompre leur jeûne et couver la nourriture. Rapidement. Je me suis privé et maintenant quand je me dis que je dois rompre à 18h, donc se focalise. Toute ma tête c'est sur la nourriture, c'est pas normal. Allez-y à la question. Une question qui me brûle les lèvres. Il y a certaines personnes qui estiment que c'est parce qu'elles boivent beaucoup d'eau qu'elles sont en surpoids. Non. Le rôle de l'eau, soit dans la prise ou la diminution du poids. Déjà, un déséquilibre hydrique du corps, des fois, conduit aussi à l'obésité. Je donne un exemple. Et on fait la pâte de maïs dans un casserole. Oui. On ne met pas de l'eau. Le lendemain, quand on veut laver, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est difficile. C'est difficile de pouvoir laver. Mais quand on plonge ce casserole dans l'eau, ou bien on met l'eau dans le casserole qui coule la casserole, vous allez voir que le lendemain, il suffit de passer la main, que tout de suite, la casserole est déjà propre. C'est pareil pour le corps. L'endroit où les déchets s'accumulent dans l'estomac, c'est le côlon. Un côlon sec ne peut jamais défaquer. Là, c'est pourquoi il faut inonder le côlon. Les gens disent non. Boire beaucoup d'eau. Oui. Les gens disent très souvent, j'arrive pas à faire les selles. Quand je vais faire, ça soit petit. Et des fois, les selles viennent des jours après. Oui. Et déjà, vous êtes un malade. Vous êtes en état de maladie. Et je dis très souvent, vous vous levez le matin, et nous avons devant nous ici 75 centilitres d'eau. Ça veut dire que ça fait 1 litre, la moitié de 1 litre et demi. Quand vous prenez 7,075 ou bien 1 litre le matin et que vous buvez en même temps, l'eau que vous buvez directement va dans le côlon. Je vous dis des fois, ça ne fait même pas 5 minutes que le côlon a déjà réagi. Vous allez vous retrouver dans les toilettes. Donc ça veut dire que... Avec une petite transpiration. Oui. Donc ça veut dire que déjà l'eau que nous buvons le matin... est très salutaire. Oui, ne se papille pas dans le corps. Ça va directement dans le côlon. C'est pourquoi, après le dernier repas, s'il vous plaît, auditrices, auditeurs, rendez la cavité buccale propre. Si vous avez l'habitude de manger... Bien se brosser. Oui, si vous avez l'habitude de prendre du cure-dent, après le dernier vrai repas, prenez votre cure-blanc, brossez, rincez la bouche, et le lendemain, quand vous vous levez, vous n'avez pas besoin d'aller vous brosser avant de boire de l'eau.
Pendant la nuit, l'organisme a élaboré des enzymes qui viennent jusque dans la bouche, qui vont permettre plus tard à ce que la digestion puisse être complète. Maintenant, nous courons rapidement et on s'en débarrasse. On fait et on rejette l'eau. Waouh. Quand la cavité buccale est propre la nuit, le matin, il n'y a aucune odeur. Parce qu'il n'y a pas de débris d'aliments qui puissent se fermenter pour amener cette odeur-là. Donc, c'est tellement... Et moi, je mets l'accent sur la santé bucco-dentaire. La santé bucco-dentaire, très important. C'est tellement important. Ce qui fait que l'eau, pour accompagner quelqu'un qui veut perdre du poids, est tellement important. Donc, ce qui fait que, d'ailleurs, dans les suivis de protocole, quelqu'un qui veut perdre du poids doit toujours avoir une bouteille d'au moins 500 ml sur lui. À tout moment. À tout moment. Ça veut dire quoi? Au moment où j'ai envie de grignoter, je bois de l'eau. Au moment où j'ai... À la place de grignotage. Oui. Et ça permet de nettoyer les reins, de nettoyer les déchets du corps. Et de ce moment-là. Et on n'est pas pressé aussi de se dire que les kilos, les graisses qu'on a accumulées, de les voir fondre d'une manière aussi rapide. Progressivement. Progressivement. Peut-être on peut aller vers quelques laxatifs qui vont encore accélérer le transit intestinal. Et de ce côté, vous allez voir que du coup, la légèreté vient. Et vous devenez plus léger. Parlez-nous de la consommation de l'eau en quelques 2 minutes. La consommation de l'eau la nuit, après la consommation de fruits, avant de se coucher, comment consommer l'eau avant le coucher? Oui, déjà, il y a ce que nous appelons, en moyenne, nous perdons 2 à 2,5 litres d'eau par jour. Nous sommes en train d'échanger ici et les bulles s'échappent. C'est de l'eau que nous perdons à travers la sueur, à travers les urines et nous perdons de l'eau. Oui. Donc du coup, au moins ce que nous perdons, il faut restaurer ça. Donc ça veut dire que déjà, nous avons à restituer 2,5 litres d'eau par jour. Si nous ne pouvons pas faire plus que ça, au moins restituons ce que nous avons perdu. Donc, ce qui fait que déjà, on peut répartir ce que nous pouvons consommer dans la journée. Je me lève le matin, je prends déjà 500 ml d'eau avant de faire quoi que ce soit. Donc, 500 ml d'eau. Si je peux aller à 750 ml, si je peux aller à 1 litre, à 1 litre libre cours à moi-même. Après le petit déjeuner, je suis là et j'envoie encore 500 ml. Donc ça veut dire que des fois, avant midi, on peut être entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. Boire l'eau avant les repas, pour ceux qui veulent perdre du poids, permet aussi de ne pas beaucoup manger. Ça, c'est une des techniques qui peut permettre de bourrer un peu le ventre avant d'aller manger moins. D'aller à table. Donc, il y a tellement de protocoles et nous avons des trucs simples chez nous. Et le soir, avant de se coucher, est-ce qu'il faut nécessairement boire avant de se coucher? Au moins 1 ou bien 2 verres avant d'aller au lit. Au moins 1 ou 2 verres. Oui. Ça permet de fluidifier le corps. Et les gens qui pendant la nuit peuvent faire une crise, quand vous avez l'habitude de boire, ça veut dire que l'eau est tellement essentielle à la vie. Meilleur remède. Oui. Le premier repas, c'est l'eau. C'est pourquoi quand vous êtes à table, quelle que soit la manière dont le repas est succulent, à un moment donné, il faut faire place à l'eau. Et de ne pas se précipiter pour pouvoir manger. Et de manger lentement. Ne pas manger rapidement. On n'a pas assez de temps. Non, c'est un rapport de l'OMS. Je suis pressé. On dit près de 75% des adultes ne savent pas manger. Dans ces conditions, comment est-ce que nous voulons éduquer nos enfants? C'est pourquoi quand nous allons chez certaines personnes qui ont un peu les moyens et qui ont la connaissance, quand ils se mettent à table, c'est parti pour 45 minutes ou bien 1 heure de temps. Il n'est pas pressé de manger. Il va bien mâcher les aliments pour déjà favoriser la digestion au niveau buccal. Et très souvent, on s'énerve. On se dit,
quand on a gâteau, on tombe. Il traîne là-bas. Oui, il traîne là depuis là. Manger, partir. Oui, il ne veut pas venir me voir. Vraiment, M. Gabriel Anani, la connaissance libère. Pour conclure cette émission sur l'obésité, pour conclure. Non, sortir de l'obésité aujourd'hui doit être un désir très ardent. Parce que les conséquences aujourd'hui sont incontrôlables. Et très souvent, les praticiens de la médecine, les médecins souvent recommandent aux patients de pouvoir perdre du poids sans leur dire ce qu'il faut faire. Nous l'avons suffisamment dit. Diminuer d'abord les glucides, les féculents et autres, et augmenter la consommation des fruits et des légumes. Et pour ça, dans un protocole bien compris, et bien précis, et dans un accompagnement. Les gens, par exemple, peuvent envahir les salles de sport, mais ils vont perdre que 15% de leur poids, de leur surpoids. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Et si tout va bien, on reviendra sur ce thème. Sur le sujet une autre fois. Merci pour votre disponibilité, M. Gabriel Anani, l'invité de cette émission Taxi Nutri Santé. Nous avions parlé de l'obésité considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme la première épidémie mondiale. Merci de nous avoir suivis. Fidèles branchés sur Taxi FM, la 93.1 et sur le www.taxifm.tg. À la technique, c'est Francis Daillé. Merci à lui. Je suis Joël Honiglo au micro. Retrouvez-moi le jeudi prochain à la même heure, même fréquence. Bonne suite de nos programmes. Au revoir. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.